Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Ouais, tu sais quoi, c'est toi qui vas introduire. C'est moi qui introduis ? Ouais. Ok. Vas-y, allez. Fais-le. Mais de toute façon, on a déjà introduit, de toute façon. On est déjà dans l'introduction. Ah ouais ? Mais ouais. Écoute, déjà, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux de m'accueillir. Je suis très honoré d'être avec vous, là. C'est vrai ? Ouais. C'est chouette, on est hyper contents de passer un peu de temps avec toi. Ouais, ça fait vraiment que j'ai découvert votre podcast et puis que je les écoute et à chaque fois, je suis inspiré par la discussion, la qualité de la discussion, l'authenticité des intervenants et je les écoute toujours jusqu'au bout. Donc, quand j'écoute un podcast jusqu'au bout, en général, c'est bon signe. En tout cas, le vôtre, je l'aime beaucoup. C'est chouette, merci. Ouais. On t'a connu, Romain t'a connu d'ailleurs grâce à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, parce que tu as ouvert l'une des premières sessions avec un bel exercice de connexion et de reliance les uns aux autres. Et on t'a reconnu dans le film L'âme quelques jours après qu'on a regardé ensemble. Et donc, on est ravis, on est vraiment contents de pouvoir avoir cette discussion avec toi et d'apprendre à te connaître. Et j'ai pas du tout envie, en fait, de spoiler cette fois. Est-ce que, s'il te plaît, Stéphane, tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Ouais, alors toujours un peu compliqué de se présenter parce que j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies en une en fait. Certains utilisent le terme de slasher, tu vois. Donc le slasher, c'est je suis ça, slash autre chose. Et en fait, j'ai plusieurs dimensions que j'essaie de réunir dans ma vie pro, en tout cas dans mon engagement dans le monde. Et sur ma fiche LinkedIn, c'est alchimiste des organisations. Alors ça peut être très prétentieux comme ça, mais je me suis passionné par l'alchimie et par ce que ça implique comme processus de transformation d'une matière à une autre. On pourrait en parler si vous voulez. J'anime des cercles de parole entre hommes et entre femmes, mais aussi des cercles de parole sur le deuil et la mort, par exemple, pour accompagner ce processus qui pour moi est un processus important dans une vie, typiquement. Je suis aussi facilitateur en intelligence collective, mais aussi toutes autres formes d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive et d'autres formes d'intelligence plus sensorielle que j'aime à faire explorer. Notre rapport à nos différents corps, là aussi, c'est un sujet qu'on pourrait aborder ensemble. Je suis très classiquement consultant en accompagnement du changement. Ça, au moins, je pense que les gens comprendront à peu près ce que c'est. Notamment sur les enjeux du développement durable, même si pour moi... on parle beaucoup de ça à la Convention des entreprises pour climat, parler de développement durable ou de la RSE à la papa, c'est-à-dire à l'ancienne. Moi, j'essaye vraiment d'accompagner les entreprises à leur transformation vers un nouveau modèle, vers le monde de demain, vers cette nouvelle terre, dans lequel il va y avoir de nouvelles pratiques de création de valeur, de nouvelles formes d'économie, donc l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, et puis mon dada en ce moment c'est l'économie régénérative, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va régénérer les écosystèmes, que ce soit notre rapport à la nature, la biodiversité dont on est interdépendant dans une entreprise, dans un métier, dans une filière, dans un territoire, mais aussi régénérer le lien humain, le lien social à l'intérieur de l'organisation, mais aussi avec toutes les parties prenantes qui dépendent de l'organisation, que ce soit sur son territoire, là où elle est impactante, là où elle est implantée, mais aussi avec ses clients, avec les gens à qui elle vend ses produits et ses services, mais aussi les générations futures, en quoi elle va régénérer, réparer, restaurer quelque chose que clairement je pense qu'il faut qu'on assume avec le modèle économique sur lequel on surfe depuis une bonne quarantaine d'années. On a un peu fait de dégâts
Et maintenant, il faut arrêter les conneries, comme on dit, et réparer nos bêtises. Et je suis vraiment à ce rendez-vous-là maintenant. C'est-à-dire que, voilà, pendant des années, j'ai fait du conseil en développement durable et je me rends compte que le compte n'y est pas et qu'il faut vraiment maintenant changer de paradigme. Et la deadline, c'est pour hier, en fait. Je suis pas du tout alarmiste dans tout ça, je suis extrêmement pragmatique, au-delà de ce que nous disent les rapports du GIEC, etc., et les collapsologues, les effondristes, pardon, dirait-on en bon français. Il y a vraiment urgence de changer. Et donc moi, voilà, autre slash, c'est de m'intéresser à la résistance au changement. Donc dans cette frange de l'accompagnement du changement, c'est de travailler, d'explorer, mais aussi de décristalliser tous les espaces dans lesquels nous sommes en résistance au changement, individuellement, intérieurement, cognitivement, mentalement, pour soi en tant que dirigeant, mais aussi pour une organisation, pour un métier. Donc moi, ma passion, c'est d'arriver à faire ces transformations-là dans les organisations, parce que c'est le levier que j'ai développé depuis le début de mon activité professionnelle. Alors certains pourraient me dire, il y a d'autres espaces dans lesquels il faut agir, sur les territoires, en politique ou autre. Bon, moi, il s'avère que c'est ce levier-là que j'ai développé. Et voilà, donc c'est cette sphère de l'accompagnement du changement. Puis j'ai plein d'autres trucs un peu plus ésotériques, un peu plus intimes, voilà, où je me passionne pour la symbolique, l'énergétique, la physique quantique, et je le présente pas sur mes fiches LinkedIn, mais ça fait partie de mes outils d'accompagnement des organisations. En gros, c'est toute cette frange de l'invisible, de ce que certains appelleraient les architectures invisibles, de tout ce qui est de l'ordre de l'intangible, qui est présent dans nos organisations, qu'on ne regarde pas, soit parce qu'on n'a pas porté son regard dessus, soit parce qu'on se dit ça n'a pas d'intérêt ou ce n'est pas utile d'y mettre de l'attention, de l'intention ou d'y passer du temps, ni de l'argent, soit parce que c'est tabou, tout simplement, ou soit aussi parce qu'on a peur de ces espaces-là. Et voilà, pour moi, c'est un peu ces architectures invisibles, ces dimensions invisibles, pour moi, c'est un peu comme un iceberg, c'est toute la partie qu'on ne voit pas, qui fait partie d'une organisation et qui est absolument à regarder, à écouter et à transmuter, à alchimiser. Et c'est cet espace qui est mon espace de recherche, de pratique, de transmission, d'enseignement. Voilà. Donc, et je sais pas quel terme, quel outil employer ou quelle définition lui donner, mais voilà, j'appelle ça la dimension invisible de l'organisation dans sa transformation. Tu viens d'où, Stéphane ? Ah, d'où je viens. Alors, ça aussi, ça peut être compliqué. Alors, on va le faire de manière historique. Moi, je suis né en Bretagne, Bretagne Sud, d'une famille du côté de ma mère très rattachée à la terre, donc agriculteur, éleveur, et du côté de mon père ouvrier. Donc mon père était depuis l'âge de 15 ans ouvrier au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Donc il était soudeur parce qu'il n'était pas très grand, donc il y avait la possibilité de rentrer dans les doubles coques à l'époque, et donc de souder. Donc c'est de contribuer à souder les bateaux. Donc mon père était soudeur au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Et donc j'ai vécu à la campagne, mais aussi avec une culture un peu particulière. Mon grand-père était sourcier, un peu, il faisait des trucs un peu bizarres, comme on pourrait dire. Il m'a appris à tenir une baguette de coudrier. Ma mère était très ouverte aux dimensions invisibles aussi. Elle m'a appris à tenir un pendule. Ma sœur était férue d'astrologie, et à la maison on n'allait jamais voir un médecin. On allait voir les rebouteux du village, donc c'était soit les gens, les cousins, cousines, les tantes, etc. Donc le médecin du village, il faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires avec nous. Et je viens de ça aussi. Quand tu dis qui es-tu, d'où viens-tu, je viens aussi de ça. Je viens de cette sensibilité-là. Moi, je me souviens avec mes potes d'enfance, on allait passer du temps à tourner autour des menhirs avec nos baguettes respectives, à sentir les failles souterraines, et de sentir voilà ce qui se passe dans l'intangible, dans l'invisible. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans, et pour moi ça fait partie de mon quotidien. Même si pendant un moment dans ma vie, dans mon adolescence, voire dans l'âge adulte, et surtout quand je suis finalement monté à Paris au bout d'un moment, après mon 17 ans en Bretagne, à l'âge adulte je suis venu à Paris,
Et c'était difficile d'intégrer ces dimensions-là à Paris, dans la grande ville. Et puis dans les études que j'étais en train de faire, tout simplement. Donc il y a eu un grand hiatus dans lequel ces dimensions-là j'étais limite en rejet de ça, en me disant voilà, ça fait partie du folklore breton familial, et maintenant il faut passer aux choses sérieuses, faire des études. Et j'ai fait des belles études, parce que typiquement des belles études, j'ai fait comme il faut bien. Je suis typiquement venu faire un BTS de commerce international à Paris, puis après j'ai voulu passer les concours d'entrée à la Sorbonne. J'ai fait un magistère de relations internationales à Paris 1. Je voulais travailler en diplomatie, contribuer à la paix dans le monde. Je sais pas d'où ça m'est venu, ce truc-là. Donc travailler en diplomatie, en représentation culturelle ou diplomatique française à l'étranger. Et j'étais sur le point de passer les concours du Quai. Et en fait, je n'ai pas réussi le concours. Mais j'ai après plongé après la Sorbonne dans le monde de l'entreprise. Alors, si je dois raconter des petites anecdotes, c'est que j'ai été approché, en étant étudiant à la Sorbonne, j'étais approché par un cabinet de conseil en stratégie qui en fait faisait de l'intelligence économique, c'est vulgairement de l'espionnage. Donc j'ai commencé par faire de l'espionnage industriel pour le compte des intérêts français, je tiens toujours à préciser, pour ceux qui s'interrogent. Voilà, mes amis du coup en Bretagne me chambrent, ils m'appellent James, toujours encore maintenant. Et ça m'a fait plonger dans typiquement moi qui voulais faire contribuer à la paix dans le monde et à la diplomatie, j'ai rencontré la guerre économique en fait. J'ai rencontré le dessous des cartes, la dimension éminemment dark de ce qu'est la réalité du monde économique. Et finalement, ça a été initiatique pour moi. Ça a été quelque chose d'important de me rendre compte qu'il y a une réalité économique, et ça m'a fait vivre des moments difficiles, de me dire c'est ça le monde auquel je contribue. Et en fait, finalement, j'ai plongé dedans pendant plusieurs années. Et puis donc j'ai fait plein de missions, j'ai appris à devenir un bon consultant, j'espère assez bon. En tout cas, j'ai appris les rouages de la stratégie d'entreprise, la mise en œuvre de démarches de développement économique. Et puis en fait finalement j'ai fini par aimer ça. Et puis après j'ai été approché par Vivendi pour partir à New York. Dans le cadre de ma coopération à l'époque, quand on en faisait encore, quand on avait mon âge. Et du coup, je suis parti à New York, et là-bas, alors je sais pas si je dois rentrer dans le détail, mais j'ai pas pu. On a mis en place des démarches de due diligence, c'est-à-dire de préparation de l'intégration ou de l'arrivée du groupe aux États-Unis. Et il y a eu cette fusion entre Vivendi et Universal, vous avez probablement entendu parler, pour créer Vivendi Universal. Et à l'époque, les fonds d'investissement donc étaient à Wall Street s'intéressaient au groupe, parce que voilà, un petit français qui vient acheter un gros américain, ça faisait la une des journaux. Et puis il y avait des fonds d'investissement qui venaient nous voir à New York au siège, qui nous disaient mais qu'est-ce que vous faites pour les handicapés, les enfants, les minorités, la corporate social responsibility, qui plus tard était complètement embryonnaire en France, ça s'appelait la RSE. Et il y avait personne dans le bataillon pour y répondre à ces questions-là. On est en quelle année là ? On est en 99, 2000. D'accord. Et finalement, c'est tombé sur moi, où il a fallu que j'aille. Au début, alors je partais avec la presse corporate, la même qu'on faisait à Wall Street, donc j'allais voir ces fonds d'investissement. Donc il y avait CalPERT, qui sont des fonds issus des Quakers, vous voyez, donc c'est quand même très orthodoxe dans la manière dont ils décident ou pas d'investir ou pas dans une entreprise. Et ça a été un de mes tipping points, le premier, je pense, dans mon engagement maintenant, ça a été qu'en fait on avait tout fou dans le groupe Vivendi, entre le porno sur Canal+ à l'époque, une fois par mois, avec dans le catalogue Universal Music, on avait Eminem qui disait à peu près fuck toutes les 15 secondes dans ses chansons. On avait Adibou, je sais pas si vous vous souvenez, le petit bonhomme avec les oreilles en pointe qui nous apprenait l'anglais, l'allemand, etc. Mais on avait également dans cette filiale-là des jeux d'arcane en ligne comme Blizzard Entertainment, World of Warcraft, où l'idée c'était de tuer un maximum de personnes.
Donc, je me souviens d'avoir une très mauvaise note en sortant de ces entretiens et de me dire, on a un souci avec la responsabilité sociale, l'éthique de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on répond, quoi? Et je me souviens, il y a un mail que j'ai envoyé à mon chef qu'il a fait passer à Messier. Et 2 jours après, Messier dit, il faut qu'on prépare les éléments de langage pour répondre à ces investisseurs-là. Et c'est à ce moment-là que mon boss, je m'en souviendrai toute ma vie, il est revenu dans mon bureau, il m'a dit il faut répondre à ces questions-là, il y a des questionnaires d'investisseurs éthiques, il faut leur donner des éléments de réponse. Et il dit t'as qu'à t'y coller. Et c'est là où je me suis lancé dans ce qui est devenu quelque chose qui me tient maintenant depuis bientôt 15 ans, qui est la responsabilité sociale des entreprises, la nécessité d'être responsable de l'impact qu'on a sur tous les plans, c'est-à-dire le plan environnementaux, sociaux, éthiques et économiques, bien sûr. Et donc ça a été le début de ma carrière dans le sujet du développement durable et de la responsabilité sociale de l'entreprise qui m'habite encore maintenant. Et comment on leur répond alors quand on diffuse du porno 1 fois par mois, quand on a Eminem qui dit fuck à toutes les phrases, on leur répond quoi justement? C'est difficile parce que quand ça fait partie du business model, quand ça fait partie d'une grande partie du chiffre d'affaires de la boîte, c'est difficile de lâcher ça. Alors on est passé du porno au foot sur Canal+, typiquement, parce qu'en effet, il y avait aussi d'autres espaces dans lesquels le groupe s'est diversifié. Mais c'est difficile en fait dans une entreprise quand on est assis sur quelque chose qui marche, qui apporte du chiffre d'affaires, qui apporte de la croissance à 2 chiffres parfois pour certains, de se dire on va devoir s'asseoir dessus, on va devoir passer à autre chose. Et pourtant on n'a pas le choix. Parce que l'histoire est intéressante par rapport à ça. J'ai eu des discussions très difficiles avec des membres du COMEX en leur disant visiblement c'est mal perçu ce type d'activité, comment on fait, il faut changer nos pratiques, il faut changer la manière dont on présente nos métiers, la manière dont on s'adresse à des parties prenantes. Il y avait des ONG qui commençaient à venir nous gratter, type Greenpeace, WWF, sur l'impact environnemental de l'industrie du CD, par exemple. À l'époque, la musique c'était sur CD, qui avait un impact majeur sur l'environnement, entre le plastique, l'argent qu'on utilise, le non-recyclabilité des pochettes, des CD et DVD. On avait un impact terrible sur la nature. Les studios à Hollywood à l'époque, à Los Angeles, quand on fait un film, ça a un impact de dingue sur la nature, jusqu'au tapis rouge à Cannes, qu'on change toutes les heures pour qu'il reste bien rouge. Tu vois, on était interrogés et harcelés de questions. Et je me rends compte passer des journées, voire des semaines entières à répondre à des questionnaires d'investisseurs du monde entier qui nous disaient expliquez-nous ce que vous faites pour préserver la planète. On parlait pas de régénérer la biodiversité à l'époque, mais comment vous faites pour limiter votre impact. Et ça a ouvert un espace et plein d'espaces de recherche pour moi, de passion en fait. Et c'est devenu une vraie conviction pour moi qu'il y a un modèle qui est en bout de course, qui est en train de prendre le mur. Et c'est pas le mur thermodynamique dont on parle avec l'évolution d'un monde à plus 1,5 ou 2 degrés. C'est un mur où on s'est bien marré et maintenant il va falloir payer la facture, quoi. Et là, vous n'avez pas une seule journée où vous cliquez sur Google Actualité ou vos autres sources préférées d'informations où il n'y a pas un souci, quoi. Il n'y a pas un seul cours d'eau quasiment maintenant, quasiment dans le monde, qui n'est pas pollué par du plastique. Donc ça vient de chez nous, ça vient de ce qu'on a fait, ça vient de ce à quoi j'ai contribué dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc c'est un exemple, mais il y en aurait des tonnes. Et donc on va pas faire la liste là-dessus parce qu'on risque de déprimer et de passer notre temps, on y passerait notre heure d'interview. Mais je reste persuadé qu'on a une vraie responsabilité en tant qu'entreprise, et ça c'est mon dada actuellement, et qu'il faut maintenant régénérer nos modèles, régénérer les écosystèmes, régénérer la nature, nos territoires, le lien social qui a été délité. Et ça c'est maintenant quand tu dis, excuse-moi Romain, du coup je mets 10 minutes à te répondre, mais quand tu dis qu'est-ce que je fais et d'où je viens, je viens de tout ça, et maintenant mon dada c'est ça, c'est de régénérer, de réparer. En tout cas l'impact anthropocentrique qu'on a développé sur la nature, sur les écosystèmes, sur toutes nos parties prenantes, et qu'il est urgent de réparer, restaurer.
C'est marrant que ce soit les fonds d'investissement et donc la finance finalement qui t'ouvrent les yeux si tôt en te disant ok, c'est quoi le rôle et la responsabilité de l'entreprise, parce que bien souvent on entend le contraire de le regard porté par ces acteurs-là, c'est la rentabilité, la finance, et le reste, du moment que c'est rentable, c'est pas très important. Donc c'est assez intéressant que pour toi ce soit ce chemin-là qui t'est ouvert à ça. Alors c'est très intéressant, tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que moi, ça a été comme ça que ça a démarré, parce qu'il y a un fonds d'investissement qui est venu m'interroger. Mais en fait, heureusement, il y a maintenant des dirigeants qui ont cette conscience-là déjà installée et qui se disent on va pas attendre que la finance nous challenge par rapport à ça. Mais objectivement, c'est pas le levier finance. Alors, le levier finance, c'est le nerf de la guerre quand même pour toute entreprise. Alors, les fonds qui venaient me voir, c'était des fonds d'exclusion. C'est-à-dire, ce sont des fonds qui décident de n'exclure que dans certaines catégories. Donc, par exemple, c'était, ils excluent d'investir, à l'époque, c'était aux États-Unis, dans les jeux, dans l'alcool, dans la violence, donc les armes à feu. Et puis je crois aussi la sexualité ou le porno du coup pour le coup. Donc on était très identifiés comme étant potentiellement tout ça mélangé. Ouais, on avait tout fou quoi, tu vois. Donc du coup ils sont venus nous voir en premier en disant attention, vous venez chez nous, on va vous expliquer qu'il y a des limites quoi. Donc pour moi quelque part ça a été un plongeon dans le grand bain de me dire il y a des choses qu'il faut pas faire quoi. Et en effet, tu as raison, c'est la finance ou c'est les acteurs financiers qui ont commencé à nous dire stop. Alors, cela dit, moi j'étais une pensée, une parole complètement minoritaire à l'intérieur du groupe. J'ai quand même dû batailler pour porter le sujet, qu'on accepte d'intégrer le sujet du développement durable dans le groupe. Heureusement, il y a eu la loi NRE entre-temps, donc c'est la loi sur les nouvelles réglementations économiques qui imposait aux entreprises, donc depuis 2002, d'avoir une discussion, en tout cas un rapport circonstancié, quantifiable, opposable d'une année sur l'autre, sur leur impact sur l'environnement, sur la société, etc. Donc c'est maintenant une obligation pour les entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Donc les 120 plus grosses entreprises maintenant ont l'obligation légale de rendre compte de leur impact social environnemental. Et en effet, il y a eu quelque part une sorte d'alignement de planète, un concours de circonstances qui ont fait que j'ai surfé sur cette vague-là, quoi. Et du coup, j'étais la bonne personne au bon moment pour faire ça et pour porter ce sujet dans l'entreprise. Et à ce moment-là, donc à New York, est-ce que tu es encore assez éloigné de tes origines, de ta spiritualité? Est-ce que tu es encore en déni? Enfin, je sais pas si déni c'est le bon mot, mais à quel moment est-ce que tu vas réussir à te reconnecter à ces origines-là? Alors c'est marrant. Je vais vous partager un truc que je crois que j'ai jamais partagé sur un podcast. J'ai eu un tipping point important pour moi à New York par rapport à ça justement. C'est que j'ai fait un zona ophtalmique. Je pense que je l'ai jamais raconté en public, mais bon, je me lâche. J'ai fait un zona ophtalmique à New York. Donc le zona, vous voyez ce que c'est, hyper brutal. Je suis allé à l'hôpital, voilà. Donc ils m'ont donné un traitement de cheval, Zovirax, acyclovir, 800 mg. Je me souviendrai de la fiole toute ma vie. Et je vais à l'hôpital. Il me dit, donc c'était très grave. Et la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé ma mère qui était à Nantes à l'époque. Et je lui ai dit, j'ai donc un zona. Je sais pas quoi faire. Je devais m'enfermer chez moi parce que j'avais c'était horrible quoi. J'étais Elephant Man. J'étais en train de me déformer le visage. Et elle me dit, bouge pas, je vais voir ta tante. Et avec une photo. Et elle est partie voir une de mes tantes et elle m'a traité à distance. Donc j'étais à New York et ma tante était à Nantes et elle me traite donc en énergétique. Et donc je connaissais ma tante, je lui faisais confiance parce que je savais qu'il y avait plein de gens qui venaient la voir de tout le département et qui se faisaient traiter. Et j'ai eu confiance. Et elle est revenue de son rendez-vous avec ma tante et j'étais sur le point d'ouvrir la fiole de Zovirax parce que j'avais extrêmement mal. Et elle me dit, tu touches à rien, tu laisses faire, tu prends pas ton traitement. Et je ne prends pas mon traitement. Et 3 jours après, j'avais un autre rendez-vous un rendez-vous de suivi à l'hôpital avec le même médecin. Et entre-temps, bien sûr, ça s'est arrêté. Ça a mis 24 heures pour s'arrêter. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas très ragoûtant. Donc je retourne à l'hôpital et je
le médecin me re-ausculte et il dit dis donc, ça a bien marché pour vous le traitement parce que ça s'est arrêté. Et il dit c'est marrant, on a l'impression que c'est déjà en train de cicatriser. Super, ça marche pour vous. Il y a des gens comme ça qui réagissent super bien au traitement. Et je me souviens lui sortir la fiole. Et vous savez, aux États-Unis, quand vous ouvrez c'est comme en France, quand on ouvre un opercule, ça casse ce qui permet de le maintenir fermé. Et l'opercule était complètement, il n'était pas défait, quoi. Et là, il a dit, vous couperez si besoin, mais il fait what the fuck. Je m'en souviendrai. Et je dis non, vous voulez pas savoir, je vais pas vous expliquer, ce serait trop long. Et c'est là que je me suis dit, il s'est passé un truc quand même pour moi. À 6000 bornes, je vis un truc, alors certains, après, les rationalistes de tous bords vont me dire que c'est l'effet placebo, etc., l'effet d'influence de ma tante sur moi, etc. On peut toujours post-rationaliser ça. Quand même, on m'a traité à distance à 6000 bornes en 3 jours d'un zona ophtalmique. J'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Donc ça a rouvert un espace, tu vois, pour moi. Ça a rouvert un espace il se passe un truc dans l'invisible. C'est vrai que ça m'a fait remonter toute cette expérience que j'avais vécue quand j'étais jeune, toutes ces choses que je voyais faire devant moi, parce qu'à la maison, il y avait plein de gens qui passaient, des rebouteux, des énergéticiens, des gens que je trouvais parfois plus ou moins sérieux, parce que quand même, ça prenait pas mal de place dans la famille, cette histoire. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait des trucs assez fous qui se passaient. Et là, je me suis dit, ça a marché pour moi. Et du coup, ça a rouvert un truc, tu vois. C'est comme si j'avais vécu dans mon corps quelque chose qui avait rouvert un espace que j'avais mis de côté. Et ça a été assez effectual de me dire il y a un truc là, faudrait que j'investigue ça. Donc je m'y suis remis. Et il y a eu plein de choses après où j'ai réouvert des bouquins dont j'avais hérité de ma mère, etc., qui entre-temps est partie. Et j'ai rouvert tous ces espaces-là. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont initié à des choses comme ça, ou réinitié à des choses comme ça, qui m'ont réouvert ces plans-là. Et du coup, c'est devenu à nouveau comme si j'avais récupéré un héritage, tu vois. Et du coup, c'est redevenu quasiment central, ça, dans ma vie, dans ma pratique, même si là, typiquement, je fais mon coming out un peu avec vous là-dessus. Je l'ai jamais vraiment fait en public, mais j'ai des tonnes d'anecdotes de ça dans ma vie. Et ça fait vraiment partie de mon espace d'exploration, de recherche et de pratique. Pourquoi c'est tabou? Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a l'impression à chaque fois qu'on en parle, justement, soit de faire un coming out, soit on sait pas trop si on peut en parler ou pas en parler, parce que c'est vrai qu'on est toujours un peu gêné. Enfin, j'imagine devant le médecin là, lui expliquer ça ou à ne rien lui dire. Ouais. Tu vois, c'est comme si on était presque pas autorisé. Ouais, c'est vrai. C'est encore sulfureux cette histoire. Hein. Alors je dis souvent aux gens, je m'excuse en disant c'est normal, je suis breton, en Bretagne, vous savez, il y a plein de choses qui se passent, il y a Merlin, tout ça. Donc j'utilise un peu cette justification de ma culture pour faire passer. Mais en fait, on a tous des perceptions que je dirais extrasensorielles. Il suffit juste de les développer, de poser notre regard dessus et de poser l'intention d'y arriver. Parce que depuis maintenant, je passe mon temps à proposer ça en expérimentation à des clients, à des dirigeants, à des groupes, à des comex, à des codires. Il se passe des trucs, quoi. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas de discussion sur le sujet. Et voilà, vous demandez autour de vous à des gens s'ils vont voir des énergéticiens ou si c'est pas ou s'ils vont voir qui vont voir un médecin en médecine traditionnelle chinoise. C'est des aiguilles, tu vois, quand tu regardes ça. Mais il se passe un truc quand même objectivement. Et en fait, il y a plein de gens en fait qui sont plus ou moins sensibilisés à ça, mais c'est comme si c'est encore trop sulfureux pour qu'on ait un échange là-dessus. Mais aussi parce qu'on est en France, on est dans l'espace des Lumières, on est chez Descartes quand même, donc faut pas déconner avec ces choses tout à fait qui peuvent sembler barrées, ésotériques, mais les amis, ça fait partie en tout cas moi, ça fait partie de ma réalité, et je suis de plus en plus témoin de ça dans les gens que j'ai autour de moi. Alors c'est vrai que je suis biaisé parce que j'ai plein de gens qui sont aussi barrés que moi. Mais tu vois, même le fait d'utiliser le mot barré, c'est pas juste parce que c'est comme si je dénigrais aussi ça. C'est comme si je nous excusais ou je justifiais cette particularité-là, qui est une forme d'hypersensibilité qu'on a, que nous pouvons avoir. C'est une sorte d'hyper-perception d'autres plans de conscience et d'autres plans de perception qu'on peut avoir et auxquels tout le monde peut avoir accès.
tu vois. Et je te remercie de poser ça comme ça, Lucie, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, faut arrêter de négocier avec ça. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre perception, ça fait partie de notre réalité. C'est juste qu'on pose pas assez notre conscience là-dessus et qu'elle n'est pas assez aiguisée à ça pour se sensibiliser, ouvrir ces espaces-là, pour se dire, ah ouais, il y a ça aussi qui est de l'ordre de l'intangible et de l'invisible. Et ça fait partie de notre vie, au quotidien, à tout instant, partout, tout le temps. Tu en parles dans l'organisation, parce que je pense que il y a encore en plus 2 niveaux. Tu vois, le niveau personnel, on peut se dire, bon, c'est dans l'intime. Mais tu vois, dans l'organisation, c'est encore quelque chose. Enfin, je veux bien que tu nous en parles. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai regardé le TEDx que vous pouvez trouver sur YouTube facilement. Et tu disais quelque chose comme la corrélation entre l'équilibre des 4 éléments dans les organismes vivants et dans les entreprises ou dans les organisations, c'est la même chose. Tu vois, et quel est le parallèle qu'on peut faire? Comment est-ce que toi, tu le vis avec les personnes, les dirigeants que tu accompagnes? Parce que là, je pense qu'on est encore à un autre niveau quand on accepte et quand on s'autorise de l'amener dans les entreprises. Ouais. Alors justement, tu vois, on va parler des 4 éléments si tu veux, si ça peut aider, parce que c'est une clé d'entrée facile. Et puis c'est en venant vous voir, puisqu'on parle de tipping point, moi il y a eu un tipping point qui a été important, qui a été le début de ça. C'est qu'en fait, j'étais consultant développement durable en indépendant. Pendant un moment, et je travaillais à la Défense, j'avais plusieurs clients, j'étais très bon consultant, tout comme il faut, je donnais mes PowerPoint en temps et en heure, tu vois, j'étais vraiment dans cet espace-là et j'étais très investi dans cet espace-là. Et il s'avère que le week-end, le soir et en vacances, quand je m'autorisais des vacances, je faisais ce genre de choses, je faisais des genres d'exploration énergétique, je me suis formé au Reiki, aux baguettes, au tarot, à la symbolique, aux constellations systémiques, à l'énergétique, voilà, tous ces trucs-là, je récupérais cet héritage, je le remettais en pratique. Et en fait, il y a eu un tipping point qui a été mon burn-out. C'est-à-dire que, en fait, j'avais 2 vies. Et j'avais ma vie à la Défense avec mes clients, conseils, bien dans la tronche, tout comme il faut. Je répondais aux besoins et à la structure de pensée des organisations. Et puis j'avais une autre partie de ma vie qui était dans ces espaces un peu intangibles, tabous, donc que je cachais encore. Et il y a eu ce burn-out. Et je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 16 mars 2008. Je me lève pour aller bosser et je me suis dit, oh là là, je vais bosser. J'avais des rendez-vous à la Défense. Et le soir, j'avais 2 personnes que je devais recevoir pour une petite pratique en énergétique. Je me lève et je m'écroule au milieu de mon salon. Et je m'effondre en me disant, je vais pas y arriver, ça va pas être possible d'avoir 2 vies en une. Et j'entends une petite voix à l'intérieur qui dit, une vie, une seule vie. Et là, j'ai compris comme s'il fallait que je rassemble les 2, tu vois, que je rassemble ces dimensions invisibles, intangibles, avec mon métier de consultant en développement durable. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé, ça a été un tipping point douloureux pour moi, parce que ça m'a fait m'arrêter pendant des mois pour m'en remettre. Mais il a fallu que je rassemble mes deux dimensions. Juste parce que ça vient de me heurter, mais tu dis 16 mars. Ouais. Et tu t'es arrêté pendant des mois. Ouais. Enfin, tu vois, des premiers jours du confinement, là, 16 mars. Oui, c'est vrai, c'est marrant ça. C'était en 2008. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc... Bon, pardon. Ouais, c'est marrant. Non, c'est marrant. C'est vrai qu'on s'est tous arrêtés. On a tous fait un mini burn-out le 15. C'était le 15 ou c'était le 16 mars? 16 mars, ouais. Ah oui, c'est fou ça, les amis, je me rends compte de ça. En tout cas, donc, le début de ça pour moi, de rassembler ces dimensions invisibles dans les organisations, c'est parce que j'avais pas le choix. Tu vois, ça a été de l'ordre de l'âme, quoi. J'avais un hurlement à l'intérieur qui disait, c'est pas 2 vies qu'il te faut, c'est une. Et assumer toutes tes dimensions, quelles qu'elles soient, dans ce que tu fais, dans ton activité pro. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à assumer les 2. Et en effet, il y a eu des rencontres, il y a eu des moments où j'ai pu avoir des fulgurances comme la compréhension sur les 4 éléments, où je me suis dit, ah mais oui, il y a de manière universelle des symboliques universelles qui peuvent être très simples à intégrer, à comprendre, et qu'on peut transmettre, en tout cas faire des ponts en effet avec ces dimensions subtiles et le monde de l'organisation. Et c'est vrai que les 4 éléments, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est la terre, l'eau, le feu et l'air.
D'ailleurs, vous demandez aux gens, est-ce que vous savez qui vous a enseigné ce que sont les 4 éléments? Quand est-ce que vous vous souvenez avoir appris ce que c'était? Personne ne peut répondre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de cet intangible, de cet universel qui est déjà présent dans nos vies. C'est juste qu'on on sait pas d'où ça vient. Enfin, et il y a plein de sujets, il y a plein d'exemples où on est en contact avec cet intangible-là, mais on s'en sert pas ou on le réintègre pas dans notre quotidien. Et moi, je me suis dit, tant qu'à faire, je travaille dans le monde de l'entreprise, je vais intégrer ça dans le monde de l'entreprise. Et donc, en effet, les 4 éléments, c'est 4 type d'énergie, type de fréquence ou type d'humeur. Hippocrate, qui était le père quand même de la médecine moderne, qui était quand même basée sur la médecine des 4 éléments. La médecine moderne, qui est la nôtre maintenant, est basée sur les 4 éléments. Et donc, il y a des humeurs, les 4 humeurs basées sur les 4 éléments d'Hippocrate, et qui sont aussi pour moi 4 types d'humeurs, 4 types d'archétypes, de typologie, de pratiques, de postures, de comportements à l'intérieur d'une entreprise, qui peuvent nous aider à justement retrouver l'équilibre au moment où on vit un déséquilibre. Tu vois, la Terre, c'est pour moi, si je dois le faire rapidement, c'est l'élément de structure, c'est ce qui structure qui je suis, c'est mon corps, c'est mon genre, c'est mon identité, et plus structurellement encore, c'est mes os, mes organes, etc. Et dans l'organisation, c'est la même chose. Il y a des bâtiments, il y a une culture, il y a des flux de matière qui sont très matiérés, et puis il y a des services, il y a des valeurs. Tout ça, ça représente ce qui sont de l'ordre de la structure et des fondamentaux de l'entreprise. C'est sa terre. L'élément eau, c'est ce qui va être tous les fluides, tous les flux qui vont permettre les échanges d'informations à l'intérieur du corps. Donc c'est l'eau, la lymphe, le sang. Donc tous ces liquides sont c'est ce qui permet les échanges d'informations à travers tous les organes, et qui permet aussi de réguler les organes, de leur permettre de retrouver leur homéostasie, de permettre la guérison des organes. Et dans l'organisation, c'est ce qui permet aussi les flux d'informations, les flux d'idées à l'intérieur de l'organisation. Donc ça correspond à la communication interne, aux échanges, à la RH, à la capacité qu'on a d'écouter aussi ce qui se passe dans le collectif, l'écoute des émotions aussi. C'est de l'eau, les émotions. Ça se passe à cet endroit-là. Et le feu, je vais peut-être très vite, mais le feu, c'est typiquement l'énergie. Là, typiquement, je vous en parle avec beaucoup de passion là de mes espaces de recherche. Ça, c'est mon feu, c'est même ma ferveur, quoi. C'est cette énergie que je porte avec cette conviction qu'il y a ça à explorer, à regarder. Voilà, c'est la passion, c'est l'énergie du feu, ça aussi. Et dans une organisation, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on est motivé pour bosser dans sa boîte, ou qu'on croit à son projet d'entreprise, et qu'on est porteur d'une énergie qui va motiver les équipes, ou qui va motiver un client à acheter son produit ou son service, tu vois. Mais ça peut aussi, si on va trop loin dans le feu, si on est en mode guerrier, si on est en mode survie, c'est là où on va finir par typiquement avoir un burn-out. Tu vois, je vous en parlais il y a quelques minutes. Moi, c'est parce que j'ai fait un burn-out parce que j'étais en mode allez, on y va, on se pose pas de questions, jusqu'à me brûler par les 2 bouts. Et c'est la même chose dans une organisation. Si on pousse trop les feux, les gens au bout d'un moment ils se brûlent, quoi. Ils font et le corps a besoin de régulation par rapport à ça. Et l'élément R, qui est le dernier élément, c'est l'élément d'inspiration. Donc c'est cet élément exogène qu'on inspire, qui est si on fait des liens avec l'entreprise, c'est l'élément d'inspiration, c'est l'ouverture, c'est l'intuition, c'est les innovations, c'est de sentir ce qui est dans l'air pour se préparer au monde de demain, c'est faire de la prospective, c'est sentir ce qui est dans les signaux faibles. Tout ça, c'est l'élément R. Et on a besoin de tout ça. On a besoin d'élémentaire, de structure, de stabilité, de valeurs pour si on n'a pas des valeurs fortes, on va vivre des crises qui vont nous déraciner. Un arbre, s'il n'a pas ses racines, c'est la même chose qu'une organisation. Si elle n'a pas ses racines, elle est balayée à la première crise. Et il faut de l'eau aussi pour écouter la météo de chacun dans une organisation, d'écouter, de fluidifier les rapports quand on doit se transformer, écouter les émotions qui sont présentes dans l'organisation. On a besoin de feu pour garder le feu intérieur, mais le feu aussi collectif et la motivation collective. Puis on a besoin d'air pour se réinventer, se transformer et se renouveler pour se préparer au monde qui vient. Voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les 4 éléments. Je sais pas si ça a été clair, mais voilà, ça c'est une porte d'entrée, un peu comme un cheval de Troie pour moi dans les organisations parfois, pour leur expliquer ces dimensions intangibles et comment elles peuvent être une grille de lecture
du réel d'une organisation, par exemple. Mais j'ai les 4 éléments, mais j'ai plein d'autres espaces d'exploration, et il faut pas avoir peur d'ouvrir ces dimensions-là, qui sont des dimensions symboliques, alternatives, philosophiques, psychologiques, et de se dire que ça peut aider un organisme, une organisation, qui sont des organismes vivants, à s'inspirer, à se réinspirer et à changer de conscience, à changer de niveau de conscience. C'est quoi les types d'organisations qui sont là pour toi aujourd'hui? Enfin, non, je vais poser ma question différemment. Quels sont les facteurs qui permettent à aux organisations d'accepter ce type de discours, en tout cas de pratique? C'est quoi le point commun que tu observes, toi, dans ces organisations? Alors, le point commun, j'ai 2 entrées. J'ai le fait que le dirigeant ou la dirigeante a déjà une forme d'ouverture à ça. Aussi parce que il ou elle en a déjà une pratique personnelle. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants que j'accompagne qui méditent, mais qui ne l'assument pas, qui ont des fulgurances, des intuitions magnifiques, mais qui vendent ça comme des idées à leurs salariés en disant j'ai une idée, mais en fait ils sont ultra intuitifs. Ou j'ai des dirigeants qui sont avec une magnifique intelligence émotionnelle, qui sont des hypersensibles, mais qui sont bien dans le placard par rapport à ça. Mais parce qu'on doit être dirigeant, il faut garder la face, quoi, garder le personnage, parce qu'il faut tenir la boutique, etc. Et c'est ceux qui assument ces dimensions-là, cette dimension sensible de l'intangible, qui, quand on en parle, se disent ah oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un dialogue là-dessus au sein des organisations. Et donc j'ai beaucoup de dirigeants que j'accompagne qui sont ouverts à ça, soit par eux-mêmes, soit par leur femme, leur compagne ou leur compagnon. Souvent c'est ça qui est marrant, et qui réouvrent le dialogue intérieur avec ça et qui se disent mais oui c'est vrai, ça me nourrit, ça m'apaise, ça me stabilise, et ça me fait grandir. Et si on ouvrait cet espace-là à l'intérieur de l'organisation. Donc moi, une des portes d'entrée, c'est ça, c'est de leur faire assumer ça au sein du collectif et de se rendre compte que finalement, ça peut être un objet de leadership, un objet de mobilisation, un objet d'inspiration et un objet de sensibilisation de leurs équipes sur ces dimensions-là. Mais ça implique de mettre un genou à terre, de quitter la posture archétypale du leader en haut de la pyramide, etc. Et puis, il y a cette entrée-là. Mais il y a aussi l'entrée du dessous, c'est-à-dire quand je suis en contact avec des gens dans une équipe où cette discussion peut s'ouvrir, ça crée moi ce que j'appelle un foyer contaminant, quoi. On crée une petite équipe qui va pourquoi pas prototyper ce type d'exploration au sein de l'organisation. Et puis quand on se rend compte que ça crée une autre forme d'énergie, de motivation, de mobilisation, de sensibilité, voire de créativité ou de développement d'intuition, ça fait ça fait une tache d'huile, quoi. Et du coup ça fait une sorte de prototypage interne qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet. Donc moi j'ai plein d'amis, j'ai des tonnes d'exemples d'amis qui sont devenus des amis maintenant, qui avant étaient des clients, qui avaient ces dimensions-là invisibles, intangibles dans leur vie personnelle et intime, voire spirituelle, et qu'on finit par en parler à la machine à café, à la cantoche, ou pendant un séminaire d'entreprise, et ils se rendent compte que ah là là, mais il y en a plein qui sont comme moi ou branchés au même endroit. Du coup, ça fait une discussion, ça crée une envie, ça crée une sorte de petite communauté ou de reconnaissance. Et là, tout de suite, il y a une sorte de petite bougie qui s'allume au milieu de la boutique, au milieu de l'entreprise, et qui peut faire un foyer contaminant, comme je le disais. Voilà, ça c'est mes 2 entrées, soit par le dirigeant, soit par une sorte de communauté qui se crée en mode ah mais on est tous pareils, on est branchés au même endroit, et si on développait ce dialogue ou cette discussion à l'intérieur de nos équipes et qu'on s'en servait comme outil de développement personnel, pourquoi pas parfois. Comment est-ce qu'on écoute son intuition au travail? Tu vois, parce que c'est tellement plus naturel ou plus facile, je sais pas quel est le bon mot, de faire travailler son mental, surtout dans le cadre organisationnel. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas, il y a pas de réponse simple sur l'intuition. J'ai des cas de dirigeants que j'accompagne. Leur intuition, il y en a qui l'ont en faisant un marathon.
Il y en a qui ont, vous savez, ce fameux second souffle du coureur, hein, qui parfois il est en transe alors qu'il est en train de courir, et c'est dans ces moments-là que il sort, il est au-delà de l'espace et du temps, il est juste dans son corps qu'il faut qu'il tourne de manière automatique. Il y a des choses qui peuvent se passer parce qu'il est comme dans une forme de transe. Et ça, c'est l'accès direct à l'intuition. J'ai des dirigeants, parfois, ils ont des idées, des fulgurances alors qu'ils sortent de la douche. Moi, j'ai un chef d'entreprise que j'accompagne. Il a ce rituel-là. Il prend sa douche, il se met un peignoir chaud, il s'assoit sur un banc et il écrit en mode automatique à côté sur un banc pendant 20 minutes tous les jours. Et c'est comme ça qu'il a développé son business plan. Tous les jours en sortant de la douche, il écrivait ce qui lui venait parce qu'il a parfois quand il est sous la douche, c'est le seul moment où il n'est pas en train de penser à son entreprise. Il est en contact avec son corps, avec un espace où il prend soin de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un champ qui s'ouvre et son intuition s'ouvre à ce moment-là. Moi, j'ai un autre dirigeant qui lui, il a des intuitions qui lui viennent juste après avoir été à la chorale le dimanche matin, parce que il a ouvert un espace où il va toucher quelque chose qui est peut-être de l'ordre du sacré pour lui. Et en sortant de là, il a plein d'idées, il comprend pas pourquoi. Je dis, oui, c'est normal. Tu rentres dans des espaces où tu es en contact avec ton art, ton don. Et quelque part, tu ouvres un espace où tu reçois de quelque chose où tu n'es pas en fonction, tu n'es pas dirigeant à ce moment-là. Tu es juste un homme qui chante et qui adore ça et qui est dans son kiff, quoi. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de moments ou de moyens de développer son intuition. S'il y en a un qui est commun à tous, c'est quand on développe des espaces de vacuité et de vide. C'est-à-dire des moments où il n'y a rien, où on n'attend rien, on n'attend rien de toi, où tu peux juste être dans cet espace entre l'inspiration et l'expiration, il y a un espace biologiquement qu'on appelle la sidération, et c'est l'espace du vide et de la vacuité. C'est typiquement à cet endroit-là qu'il y a l'inspiration ou l'expiration qui revient, mais c'est cet espace de vide, et je trouve qu'on a tellement peu d'espace de vide dans nos vies qu'il faut les reconquérir, quoi. Et j'invite tous ceux qui cherchent à développer leur intuition à s'autoriser des moments où ils créent des espaces de vide. Moi, c'est parfois, moi aussi, c'est sous la douche parfois, et parfois c'est en faisant une balade ou c'est en faisant ma vaisselle. Ça dépend des fois. Il y en a c'est en faisant l'amour, il y en a c'est en peignant, il y en a que c'est en faisant un puzzle, tu vois, ça dépend. Ah, c'est marrant, moi j'ai assisté à une expertise APM il y a pas longtemps avec un docteur en neurosciences et lui nous parlait de ça et parlait de ce vide-là et en fait disait c'est quand on a une activité, ça peut être aussi quand on a une activité mais sans quête de performance. C'est ça. Et moi quand il m'a dit ça, je me suis dit, j'ai scanné en disant quand est-ce que je ne suis pas en quête de performance, tu vois ? Est-ce que par exemple quand je vais courir le dimanche, je suis pas en quête de performance? Bah si quand même, parce que tu sais quoi, je regarde quand même la montre en fait. Je regarde si j'étais meilleur, si j'ai fait la montée en moins de temps, etc. Et moi je me suis dit, dimanche prochain, je vais partir courir mais sans la montre. Et comme ça, et on verra ce qui se passe. Voir s'il y a d'autres choses. C'est ça. Et il a complètement raison. C'est quand on a des intentions sans forme. Moi, c'est un de mes maîtres sur ces sujets-là, sur les états modifiés de la conscience, qui m'a dit poser l'intention et laisser faire. C'est-à-dire poser l'intention éventuellement d'avoir une idée ou de trouver une solution par rapport à une difficulté que vous avez. C'est comme si vous informiez le champ d'information autour de vous. Vous êtes en train de chercher une solution et surtout laisser faire. Moi, des fois, je m'amuse à ça. Parfois, je pose l'intention et je dis j'aimerais bien trouver une solution à ça. Et puis parfois, c'est en baladant dans la rue, c'est un cul de bus, quoi, une pub à l'arrière d'un bus qui me trouve la solution, ou c'est une affiche dans un menu, dans un bar, dans un restaurant que je croise, quoi. Donc c'est vraiment, en effet, comme tu le dis, sans quête de résultat ni sans quête de performance, ça aide énormément à accéder à cet espace-là de sans forme, quoi. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut avoir des réponses. Ouvrons ces espaces-là aussi en entreprise. Oui. Simplement des temps de pause et de dire là, on peut faire une activité collective, mais sans chercher en posant l'intention, comme tu dis, mais sans quête de performance. Ouais, moi, pour répondre à ta question, le yoga, il y a des moments, vraiment le yoga, je trouve que ça ouvre des espaces
Parce que moi, si mon mental travaille pendant la séance de yoga, je suis sûre d'avoir mal à la tête à la fin. Donc voilà. Et la douche, moi, ça fonctionne très très bien si je prends le temps. Ouais. Et en fait, maintenant, de plus en plus, quand je commence à prendre le temps, je suis contente parce que j'ai plein de choses qui viennent, des idées, et j'ai quand même une petite voix à l'intérieur qui me dit c'est pas hyper écolo, tu pourrais passer un poil moins de temps quand même sous la douche, et du coup ça fonctionne un peu moins bien parce que j'ai ce petit truc à l'intérieur, tu vois, qui me culpabilise de prendre le temps sous la douche. Et à la fois il y a des moments où vraiment la plupart des bonnes idées que j'ai eues c'était sous la douche. Moi ça fonctionne. Je crois que c'était Picasso aussi qui avait écrit ça, que lui c'était en prenant son bain ou sous la douche. Je me rappelle de ça, je sais pas pourquoi. C'est marrant parce que moi aussi je suis comme toi, je passe beaucoup de temps sous la douche, mais aussi je me rends compte que ça me fait beaucoup de bien, et notamment sur les dimensions de l'intuition. Et moi je sais que j'adore l'eau, c'est important pour moi d'être dans l'eau. Et le TEDx que j'ai fait sur les 4 éléments, la structure de mon déroulé, je l'ai eu en faisant ma, je crois, 11e longueur à la piscine des Halles, dans l'eau, quoi. Je faisais corps avec l'eau, et à un moment j'ai eu une sorte de fulgurance, j'ai eu un flash, quoi. Et toute la structure m'est venue à ce moment-là. Parce qu'on a des, alors si on part sur les 4 éléments, il y a des gens, ils ont des espaces dans lesquels ils sont plus à l'aise, et des espaces de nourrissement ou de ressourcement. Moi, je sais que c'est l'eau. Moi, je sais que l'eau m'aide, me stabilise, m'apaise. Il y a des gens, c'est le feu, c'est en faisant un truc, c'est en courant par exemple, en dépassant leur corps, quoi, en le poussant au max. Il y en a, c'est en se baladant en forêt, en étant dans la contemplation d'un coucher de soleil. C'est plutôt des structures air. Et puis il y en a parfois, c'est justement d'autres personnes, c'est en faisant quelque chose de très structuré, en malaxant la terre, en faisant une poterie, en faisant quelque chose de l'ordre de la créativité, avec leur corps physique. Et c'est là où parfois, c'est ça qui les régénère. Vous voyez, on a 4 types de personnalités différentes, 4 éléments différents, et 4 espaces de régénération en fonction de nos structures, quoi, qui sont des structures mentales, nos structures de pensée, mais aussi des structures énergétiques. Encore une fois. On digresse un peu, mais parce que je sais pas, je me suis je sais pas, ouverte à ça récemment, dans l'espace aussi de la maison. Tu vois, ces 4 éléments, ils sont importants, en tout cas dans la répartition. Si je commence à comprendre certaines petites choses, et je suis pas capable d'en parler bien. Avec le feng shui notamment. Exactement, dans la décoration, ou juste la manière d'agencer sa maison, et des petites choses modifiées peuvent a priori, en tout cas de ce que je commence à percevoir, libérer l'énergie de manière complètement différente. Est-ce que dans l'entreprise, tu vois, faire attention aussi à la manière dont on dispose les tables pour ses collaborateurs, la déco qu'on choisit, les plantes vertes qu'on va mettre. Tu vois, est-ce que c'est des choses, toi, dans ce que tu vois, qui peuvent aussi modifier et accompagner l'entreprise à faire différemment? Oui, complètement. Vous rentrez c'est une question de ressenti. Vous rentrez dans un centre commercial, c'est pas du tout la même énergie que vous rentrez dans une cathédrale. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'agencement des formes, l'agencement des lieux. Alors certains parlent de centres commerciaux comme des nouveaux temples de la consommation. C'est drôle, paradoxal, mais en effet, moi je suis très sensible à ça. Moi je sais que quand je rentre dans un endroit, je suis très sensible à ce qui se vit dans l'énergie, dans l'espace. Et en effet, parfois il y a des espaces dans lesquels on se sent bien pour faire une réunion ou pas. Donc soit c'est aussi lié à l'ambiance qu'il y a déjà dans l'équipe qui va participer à la réunion, mais parfois l'espace, ça contribue aussi à ça. Et c'est vrai que moi, c'est devenu un espace aussi de lecture, ou en tout cas de décryptage. Et en effet, si on porte notre attention là-dessus, on peut développer des choses assez utiles, assez pratiques. Alors c'est vrai, il y a dans Feng Shui, on a différentes écoles. On a l'école de la forme, où on va s'intéresser à la forme des objets ou la forme. Il y a l'école des couleurs, où on va s'intéresser aux couleurs. Il y a aussi la symbolique, les portes, c'est-à-dire en fonction de comment on rentre, par quelle porte, et ce qui se passe, comment est agencé le bureau par rapport à l'entrée de la porte. Ça, on est vraiment dans la symbolique. Cela dit, dans nos contrées occidentales, cartésiennes, ici, on pourrait se dire c'est complètement folklorique, mais demander à des chefs d'entreprise chinois ou
qui ont acheté par exemple des bâtiments à Paris et qui ont fait leur siège social à Paris, ils ont d'abord commencé par faire une étude Feng Shui avant de rénover absolument tout du sol au plafond. Il y a le Péninsula à Paris qui a été rénové il y a 10 ans. Tout est fait selon les règles du Feng Shui. Et tu vois, je veux dire, après c'est une question de perception. Et après, bien sûr, c'est une question de croyance. C'est-à-dire, on peut se dire, on y croit, on n'y croit pas. Mais ça aide parce que ça permet d'ouvrir un espace d'exploration et d'ouverture de conscience. Tu vois, c'est un prétexte pour moi aussi, le Feng Shui, d'aborder ce sujet-là. J'aborde le sujet du Feng Shui dans l'organisation parfois. Je savais même pas en te posant la question. Bah, tu vois. Ouais. Non, mais parfois, tu vois, de simplement faire une réunion, t'enlèves les tables. Quand tu dois faire une réunion avec un COMEX où c'est tant d'axes, vaut mieux enlever les tables parce qu'au moins les tables, elles empêchent quelque part la discussion et on va être en authenticité si on a le contact avec le corps entier. Et les tables, quelque part, c'est symboliquement un objet qui va permettre d'avoir une assise, une autorité et aussi un espace de protection. Mais parfois, vraiment mes COMEX, il n'y a plus de table, c'est terminé. Ça change tout dans l'énergie. Parce qu'on est en cercle, on est aussi dans la forme du cercle permet de créer une équivalence, de permettre de se dire qu'il n'y a pas de chef, ni de subordonné, ni de supérieur, ni d'inférieur hiérarchique. On est tous au même niveau. Énergétiquement, symboliquement, ça crée quelque chose qui est différent que si on faisait un COMEX avec une grosse table comme on faisait avant, quoi, ou comme on fait beaucoup encore dans beaucoup d'entreprises, mais voilà. Donc en effet, tout ça, c'est des sujets et des prétextes qui, pour certains, peuvent sembler folkloriques, mais quand on l'expérimente, il se passe un truc. En tout cas, je m'amuse maintenant à expérimenter tout ça. Et ça passe. Je dirais, il suffit de se dire oui, ok, pourquoi pas. On essaye. On va attendre que la police passe. Ça me fera un peu moins de boulot au montage. Ça va pour le moment ? Génial. Je te dis pas grand-chose. En fait, je vais te faire une confidence. On a enregistré il y a pas longtemps avec Serge Marquis. Oui. Et j'ai complètement foiré l'intro. Faut que je la réenregistre. Parce que j'ai bafouillé. Et Lucie m'a dit c'est dommage qu'on n'ait pas démarré l'enregistrement plus tôt parce que on a un peu parlé et en off, Romain nous a fait une super intro qui n'était pas une intro, mais c'était génial. Oui. Et en fait, je pense que j'avais le cœur à 180 tout le long. Ouais. Je sais pas pourquoi, tu vois, avec Serge, on a entamé une correspondance il y a quasiment 6 mois. On s'écrit régulièrement. Et moi, je lui ai dit, j'avais vu une vidéo de lui qui s'appelle On est foutu, on pense trop, qu'il avait enregistré à l'université de Nantes. Et moi, elle est arrivée vraiment au bon moment. C'est un moment où c'était hyper compliqué. Côté boulot, côté perso, enfin vraiment. Et en fait, le sentiment que j'ai eu en regardant cette vidéo, c'est cette vidéo m'a sauvé en fait. Et donc ce mec-là m'a sauvé. De quoi, j'en sais rien, mais tu vois, c'est spontanément ce que ça m'amène. Et donc je lui dis, mais tout le truc, j'ai le cœur à 180. J'ai la même sensation là. Je sais pas te dire pourquoi, Stéphane. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. Je pense qu'on pourrait. Et je sens que là, j'ai mon cœur en fait qui est vraiment à 200. En plus, tu bats très doucement. Ouais. Ouais, je tourne autour de 40, 45 max. J'ai la trouille, je suis à 50. Ça et en sert de faire ton cardio tous les dimanches. Et tu vois, je sais pas te dire pourquoi, mais moi j'avais cette excitation, ce plaisir de te voir et de passer un moment avec toi. Et je sais pas te dire d'où ça vient. Se pourrait-il que ce soit une résonance chez toi parce qu'il y a déjà cette ouverture-là. Tu vois, souvent, c'est marrant, c'est comme ça que ça se passe pour moi quand je rencontre quelqu'un parce qu'on se connaît pas en fait, on s'est jamais rencontré. Et j'ai systématiquement des dirigeants que je rencontre et je leur pose ça en disant voilà, je viens de là, voilà, je te le pose là, tu vois ce que ça te fait. Et très 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 souvent c'est soit ça m'emmerde ton truc parce que je connais et j'ai peut-être mis mon mouchoir par-dessus ou j'ai pas envie d'en entendre parler, soit ça résonne énormément parce que et souvent l'interprétation que j'en ai c'est parce qu'il y a déjà des espaces d'ouvert chez cette personne-là, il y a déjà cette sensibilité-là et se pourrait-il si on pousse, il y a probablement un potentiel.
Et il y a un potentiel chez chacun de connexion et de pratique de ces dimensions-là, tu vois. On a juste perdu un don. On n'a pas perdu ce don-là. Il est disponible. C'est comme le vélo. Ouais. Tu vois. Et se pourrait-il que ça résonne pour toi parce que tu te dis j'ai probablement quelque chose à faire peut-être avec ça ou pas. Hein. Je suis pas en train de faire du prosélytisme, j'ai rien à vendre ici. Mais peut-être que ça fait partie de ta structure de conscience et de pratique et tu le sais pas. Mais ça fait coucou quoi. C'est tout. Ouais. Et c'est tout à l'heure quand on n'enregistrait pas encore. On se disait qu'on s'était un peu ouvert au Reiki, nous, cet été. Moi, j'ai fait je sais pas, 8-10 séances de Reiki. Et tu vois, moi, j'ai l'impression, depuis que j'ai fait ça et que j'ai rencontré ma famille d'âme, d'avoir un voile gris qui est parti. Et tout à l'heure, tu disais quand est-ce qu'on a ces espaces où on n'est pas dans la performance et on crée du vide pour avoir des idées, etc., etc. Moi souvent je me voilais la face en me disant non mais moi je l'ai quand je cours. Bah ouais, sauf que quand je cours j'écoute un podcast, j'écoute de la musique et je suis à donf en fait. Je suis toujours avec la montre en train de me dire allez là faut que je fasse 12 bornes, puis 13, puis 14. Et en fait depuis le mois de juillet, moi j'ai ce moment là une fois par jour quand j'emmène notre petite fille à la crèche et que je reviens, j'ai 1,3 km de marche. Avec la basilique de Fourvière en face de moi. Et je te dis, je vois clair, en fait. J'ai l'impression de voir clair. Et c'est vraiment ce moment-là où à chaque fois que j'arrive, je repasse le pas de la porte, parce qu'on fait beaucoup de télétravail en ce moment. Et ben, je me dis, c'est bon, là, j'ai eu l'idée, j'ai eu la fulgurance, et les choses sont venues, en fait, naturellement. Donc voilà, tu vois, c'est ce voile-là qui est parti avec ce truc où on parlait de Reiki. Et, bah, je serais... Quand on en parle, j'en reparlais encore hier soir à des amis, ils m'ont regardé avec des grands yeux en me disant mais t'es frappé. Et si tu veux, eux parfois ça je leur dis en fait, comme tu dis, ils ont le potentiel, c'est juste qu'ils n'ont pas encore accès à. Et parfois c'est un peu cette peur du changement. On a peur de basculer dans cet autre monde parce que tu le disais tout à l'heure, bah, socialement on peut en parler dans son cercle intime, privé. Dans l'entreprise, c'est compliqué parce qu'on a quand même parfois peur d'être mis de côté. Et justement, pourquoi est-ce qu'on a peur de ce changement ? Pourquoi est-ce qu'on a peur de se confronter à ça ou se reconfronter à ça ? Ouais, c'est vrai qu'on. Mais j'ai envie de te dire, c'est marrant parce que même moi j'en ai peur. C'est-à-dire que il y a des fois j'ai des trucs qui me traversent. Même avant de monter sur scène, quand je dois faire une conférence, j'ai des moments, j'ai des espaces où j'ai des doutes en me disant, mais je vais passer pour un fou. Et c'est comme si j'avais des mémoires de rejet de ça, tu vois. Encore maintenant, tu vois, pour moi, c'est pas complètement assumé cette histoire. Même si j'en parle avec vous parce qu'on est entre nous. Bah, plus trop maintenant quand il va être en ligne le podcast, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de je pense qu'il y a plusieurs lectures. Moi, je sais que j'ai eu des moments où j'ai touché des espaces particuliers. Je me suis dit, ouh là là, va falloir que je sois ancré pour l'utiliser, parce que ça a ouvert des champs pour moi tellement puissants de prise de conscience intérieure, d'initiation, de connexion à des plans qui sont pas de ce monde, que je me dis. Garde ça pour toi avant de le partager, quoi. Et c'est vrai que parfois on peut avoir des moments, ce que Freud appelait les pics expériences, tu vois, c'est des moments où tu vis un truc et puis à un moment t'as une fulgurance, tu vas dans un autre espace. Ce qui Jung disait, c'est les insights, quoi, c'est les moments de fulgurance, quoi. Et on a tous ça. Après, quand on développe des pratiques ou des outils qui nous fait aller dans ces espaces-là, ben oui, moi j'ai eu des moments où j'ai pu peut-être m'y perdre. Je sais que j'ai des amis et d'autres personnes que je connais qui sont loin. On peut être déstructuré avec ces trucs-là. Tu vois, ça peut aussi perturber. L'énergétique, c'est quand même quelque chose, un espace qui peut être si on n'est pas ancré, on peut être victime du truc, quoi. Moi, j'ai été témoin et moi-même vécu des trucs un peu pas cool dans ces espaces-là. Donc c'est vrai que faut pas jouer avec ça. C'est pas un jeu. Je suis un peu vigilant
avec tout ça. Et donc, et j'ai une vigilance intérieure qui est de dire, tu vois, même parfois quand je fais l'expérience des 4 éléments, quand j'en parle en entreprise, c'est pris à un endroit très conceptuel, c'est sympa, c'est mimi, ça nous fait une ouverture sur un concept nouveau. Voilà, ça m'est arrivé une fois qu'on me dise c'est super le concept, c'est intéressant. Et je leur dis mais les amis, j'étais pas du tout dans l'état du concept là, vous m'avez pas rencontré, on s'est pas rencontré là. Et il y a quelque chose où pour moi il y a un fin chemin entre le sacré et le sacrilège quoi. C'est-à-dire que pour moi c'est de l'ordre du sacré ces trucs-là et il faut pas jouer avec ça. C'est comme la drogue, hein. La drogue, c'est un état de conscience modifié en utilisant des substances. Moi, je propose plein de trucs sans substance. Je tiens à le préciser ici. Mais on peut devenir addict à ça et on peut l'utiliser comme un outil et d'en faire un outil de maîtrise, de contrôle, même des masses, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est un espace de vigilance que j'ai. Je sais pas si ça répond à ta suggestion. Et le monde de l'entreprise, parfois n'est pas toujours ouvert à ça, quoi. Ça peut créer du rejet aussi, ces dimensions-là. Et quand on est dans le rejet, ça peut créer on peut être sur phase de projection aussi, et c'est aussi un prétexte pour ne pas y aller, quoi. Tu vois, moi, ça m'arrive d'ouvrir des espaces comme ceux-là et d'avoir en face un réactionnel hyper puissant, et je me dis ok, on n'est pas prêt, ou j'y suis allé trop fort, ou j'aurais pas dû, parce que parfois je vois des choses et je me dis ça leur ferait peut-être du bien d'avoir cette lecture-là. Et puis parfois, je me rends compte que le système réagit, se contracte et me rejette. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ça a été très très violent. Et je me dis voilà, quand tu joues avec le subtil, non, faut pas y jouer en fait, parce que il y a des règles aussi dans cette dimension-là. Et faut pas déconner. J'avais une question pour mettre un peu de concret justement pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être pas encore fait cette expérience-là, qui se disent ça résonne, j'aimerais bien juste recontacter cette petite part d'intuition en moi, par quoi ils ou elles peuvent commencer. Et la deuxième question, pour aussi réancrer un peu les choses dans l'entreprise, est-ce que tu as un exemple d'un accompagnement, d'un endroit, en tout cas dans l'entreprise, avec une entreprise sans la nommer, mais où on peut vraiment visualiser ce travail-là et le résultat auquel ça peut mener quand on s'ouvre à ça et que c'est le bon moment avec les bonnes personnes, bien entendu. Moi, j'ai une entreprise que j'ai accompagnée, ça a été un moment assez fabuleux. C'est la grande tendance de la raison d'être en ce moment, de déterminer, de définir sa raison d'être. Donc, c'est le why de l'entreprise, pourquoi on est là. Et moi, j'avais commencé un processus de travail avec cette entreprise, raison d'être. C'était assez classique finalement, je me rends compte de ça. Et puis à un moment, je me dis, il y avait des tensions dans la pièce, il y avait des choses qui ne disaient pas, il y avait des idées qui étaient pour moi de l'ordre du mental. Et à un moment, j'ai arrêté le séminaire, je leur ai dit, écoutez les amis, je crois qu'on a un souci, il y a des choses qu'on ne se dit pas. Et je crois qu'il y a des densités dans l'histoire de l'entreprise, il faut aller rencontrer ça. Et parce qu'il y a des densités dans notre collectif. Et du coup, moi, je leur ai proposé de jouer. On a fait une sorte de constellation où on a fait une sorte de pièce de théâtre où il y avait des gens qui représentaient différentes parties de l'entreprise. Il y avait des gens qui parlaient qui représentaient ce qui allait bien. Il y en avait qui représentaient ce qui n'allait pas. Il y en avait qui représentaient les clients. Il y en avait qui représentaient les anciens salariés, ceux qui étaient partis. Il y en avait qui représentaient les fondateurs qui, je l'ai appris entre-temps, ont quitté la boîte de manière un peu violente. Et en fait, on a recréé l'écosystème de l'entreprise de manière symbolique. Et en même temps, quand on écoutait chaque personne qui représentait les différentes parties de l'entreprise, son histoire, les différentes parties prenantes, il y a eu d'énormes trucs qui sont sortis, quoi, parce que ça demandait à sortir. C'est comme si tout le monde avait craché sa valda, excusez-moi du terme, et où il y avait des choses qu'on pu s'exprimer. Je dis beaucoup, l'expression, c'est exprimer, c'est mettre la pression à l'extérieur. Et tant qu'on ne libère pas ce qui est en cristallisation dans les organisations,
ben, on peut pas avancer. On aura beau avoir une belle raison d'être, ce sera un truc qui viendra de la tronche, ce sera probablement des très jolis mots. Mais s'il n'y a pas quelque chose qu'on va pas chercher dans les sous-bassements, qui n'a pas été transmuté, libéré, comme les mémoires, quoi. On a des mémoires dans notre corps, on a des mémoires corporelles, on a des mémoires aussi dans les organisations. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'histoire qu'on a vécues. Il y a des choses magnifiques qui ont été vécues dans le développement d'une organisation. Il y a des choses aussi difficiles, comme les erreurs, les échecs, les personnes qui arrivent, qui partent, comme les grèves, les moments d'accidents industriels, les moments où on rate un produit, un lancement, où un dirigeant s'en va parce qu'il meurt ou parce que une personne part. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'expérience émotionnelle d'un collectif. Ça fait partie de l'espace mémoriel d'une organisation. Et quelque part, réouvrir ces espaces-là, c'est pas pour remuer le fond de la vase, mais ça permet de remettre des mots sur probablement un espace dans l'organisation qui a besoin d'être libéré. Et sinon, ça opère comme ce qu'on appelle, moi j'appelle ça en psychogénéalogie les gisants. En généalogie, on a des gens qui ont fait partie de notre histoire et soit on les a pas reconnus, soit on en a honte, soit peut-être leur histoire n'a pas été transmise de génération en génération. Ça fait des gens qui flottent, tu vois. Les gisants, vous voyez ce que c'est dans l'église des rois de France. Vous allez à l'église de Saint-Denis, tous les rois de France sont représentés au-dessus de leur cercueil avec un gisant, c'est-à-dire que ils sont dans la boîte, mais ils sont représentés au-dessus. Et en fait, il y a des choses qui flottent dans une organisation. Il y a des choses qui si on ne met pas des mots dessus, ça reste un peu comme des fantômes et ils sont présents. Et donc voilà, un petit exemple. Ça n'a pas été confortable du tout parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas aborder le sujet. Il y avait des non-dits. Il y a eu des tensions qui ont été libérées, qui n'étaient pas prévues d'être libérées, mais ça a permis de libérer tout le monde. Et ça a permis de libérer le champ d'information, le champ énergétique de l'entreprise. Et après, la raison d'être, elle est arrivée, mais en 2 heures après avoir fait ce processus, quoi. Et voilà, c'est un petit exemple, mais il y en a plein d'autres. En fonction de ce qui se vit dans un collectif, dans une organisation, il y a des tensions, il y a des densités. Et il y a plein de processus qu'on peut imaginer pour libérer ces densités-là. Et voilà, j'ai d'autres exemples, hein, mais c'en est un. Et à titre plus personnel, pour ceux qui ont envie de se reconnecter un peu à cette dimension sacrée, tu vois, en nous écoutant et qui se disent ok, moi j'ai coupé tout ça depuis très longtemps, par où je peux attraper l'expérimentation ou en tout cas qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de points d'entrée. Là en ce moment, j'ai commencé à mobiliser avec plusieurs partenaires un objet de recherche avec on est à peu près 600 entreprises qui font partie du projet ou qui ont répondu au questionnaire sur le rôle de la spiritualité dans l'entreprise. Ou immense tabou de se dire non mais la spiritualité n'a pas de place dans l'entreprise. Alors je parle pas de religion, mais je parle de dimension du sens, de dimension supérieure de l'être, de l'âme dont on parlait au début du podcast. D'aborder ces sujets-là, ça permet d'ouvrir des champs de conscience, des champs qui sont de l'ordre de l'intangible, mais qui nous portent, qui nous traversent quoi qu'il arrive, quoi. Je veux dire, quand on parle d'avoir une âme d'entrepreneur, on parle bien d'une âme d'entrepreneur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, de l'intangible. Et voilà, donc une des points d'entrée, c'est d'ouvrir ces champs de la spiritualité, par exemple. Alors pour certains et pour plein de gens, c'est de l'ordre de l'intime, hein, j'entends bien, mais d'ouvrir ces espaces sur nos croyances, sur le sens de la vie, le sens de notre métier, notre raison d'être personnelle versus la raison d'être collective. Quelque part, ça ouvre le champ de ces dimensions intangibles. Il y a un autre espace, hein, c'est le cœur, hein, tout simplement. Moi, je sais que ouvrir le champ de l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise, pour moi, c'est une des portes d'entrée qui nous fait vivre une expérience forte. C'est-à-dire,
Moi, je commence quasiment toutes mes réunions en proposant une météo dans laquelle on va être à exprimer ce avec quoi on est avant la réunion. Et pour libérer, ouvrir le champ du cœur, quoi. Et il y a quelque chose qui se passe dans le collectif qui est voilà, de s'autoriser à dire sa vérité de ce qui est présent là émotionnellement ou même dans ses pensées ou même physiquement, physiologiquement. Et ça ouvre, ça change l'énergie du groupe, ça change l'énergie de la réunion systématiquement, tu vois. Donc, il y a plein d'entrées, il y a plein de possibilités pour ouvrir ces dimensions-là, sans donner l'impression qu'on est en train d'ouvrir le champ du spirituel ou de l'intangible dans l'entreprise. C'est juste des expériences qu'on peut vivre par petites touches pour ouvrir d'autres espaces d'expression de soi dans son collectif. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Lucie? Non. J'ai encore plein de questions, mais je t'en prie. Nous, moi, Stéphane, je t'ai découvert à la CEC. Ouais. Tout à l'heure, tu disais on va dans le mur. Je pense qu'à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, on nous l'a quand même bien expliqué. Comment est-ce qu'on fait pour rester optimiste quand on sait qu'on va dans le mur? Ouais, bonne question. En ce moment, j'ai une petite crise de foi à ce sujet, FOI. C'est vrai que Ariel, dans un des podcasts qu'elle avait fait pour vous, elle parlait de fréquence. Elle parlait de branchez-vous sur la fréquence des choses qui vous sont positives. C'est-à-dire, si vous regardez les informations négatives, on a plein de raisons de se dire qu'on va se prendre le mur, ça c'est clair. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle vous a dit en disant branchez-vous sur Discovery Channel, branchez-vous sur les choses qui vous inspirent. Pour elle, c'est les mobilisations autour de la préservation des requins. Oui, on rencontre des gens inspirants. Moi, ce qui me permet de garder la foi, c'est la chance que j'ai, c'est un privilège, je pense, c'est de rencontrer des gens qui contribuent au monde de demain. Et en fait, je dis toujours, le monde de demain, il est déjà là, en fait. Il y a déjà des tonnes de gens que je vois qui sont en train d'agir et qui sont du bon côté de l'histoire. Il faut se le dire maintenant, il faut assumer ça. Et de reprendre contact avec ces gens-là, de les voir, de les rencontrer, les écouter, notamment dans des podcasts, ça me rebooste ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai tendance à regarder les news en me disant c'est pas possible, non mais c'est pas possible, non mais là on n'est pas bien quoi. Et voilà, donc c'est difficile de garder la foi. Et en même temps, j'ai une conviction qui est un de mes mantras, c'est ce sur quoi tu portes ton attention se développe toujours. C'est-à-dire si on porte notre attention sur ce qui va pas, sur l'effondrement, sur la collapso, voilà, grand respect à Pablo Servigne pour ce qu'il a apporté, mais si on ne passe notre temps qu'à se concentrer que sur ce qui ne va pas, sans l'oblitérer ou l'obérer, de se dire que ça n'existe pas, mais si on ne passe pas un petit peu de notre temps de cerveau disponible, comme on dirait l'autre, sur les solutions, sur ce qu'on peut faire, sur les solutions proposées par la nature, sur des solutions qui existent déjà et qui sont déjà qui ont largement démontré leur efficacité sur plein de plans, sur la préservation de la nature, sur les énergies alternatives, etc. Si on ne développe pas notre conscience on va pas développer notre pratique sur ces sujets-là et on va pas redévelopper un nouveau récit. Et je pense que voilà, il est urgent de regarder ce qui se fait de bien et en effet préparer un nouveau récit. Ensemble, collectivement, du monde souhaitable qu'on souhaite advenir, quoi. Il faut écouter Tipping Point. Voilà, Tipping Point fait partie des nouveaux récits, c'est vrai. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive quand j'ai des petits coups de mou, de me dire, allez, je vais écouter un podcast positif qui me fait du bien. Parfois, je tombe sur chez vous, quoi. Et ça fait du bien. Ça relance la boutique, quoi. En tout cas, c'est l'intention aussi avec laquelle on fait ça. Et ce que tu dis, c'est vraiment ce qu'on a vécu nous, c'est-à-dire à un moment, soit on continue de critiquer, de se dire que ça va pas, que c'est pas bien fait, soit on passe à l'action, on agit, on montre qu'on peut faire différemment et on met toute l'énergie là-dessus, plutôt que de passer beaucoup de temps à se dire entre nous que ça va pas. C'est vrai. Après, avec la vigilance que
Je vois malheureusement plein de gens qui sont en mode faut agir et ils partent d'un espace réactionnel en eux, qui voient l'effondrement et qui disent ah là là, il faut agir tout de suite, maintenant, trouvons les solutions, c'est la fin. Ben malheureusement, oui, ils ont l'impression de faire quelque chose, mais ça vient pas d'un espace apaisé à l'intérieur, tu vois. Et il faut être vigilant à ne pas être en réaction par rapport à une situation. Je pense qu'il faut vraiment justement, et c'est complètement contre-intuitif, il faudrait presque limite qu'on fasse un bon coup d'arrêt là, comme celui qu'on a vécu pendant le confinement, pour se rebrancher sur d'autres plans de conscience, avoir des idées. Et c'est ça pour moi, alors pour répondre encore une fois à votre question juste avant, Romain, moi je trouve que la crise qu'on a vécue, elle est magique pour ça. Je l'assume. Je trouve qu'il y a des gens qui ont touché des états qui ont touché des idées, qui ont accédé à des intuitions. On les voit pas encore apparaître complètement, mais pendant cette période où on a tous été compressés à l'arrêt, on a été obligé d'avoir des espaces où on n'était pas dans l'action. On était dans le non-faire. On était dans le non-agir. Et j'ai des tonnes de personnes que je vois qui sont en train de changer de vie, et qui sont en train de proposer d'autres modèles. Et qui sont en train de préparer d'autres modèles. Et ça, je me dis, se pourrait-il que ce soit un des effets positifs, cherchons-les bien, de cette pandémie. Au-delà de tout ce qu'on a pu vivre de terrible dans nos vies et des gens proches qu'on peut avoir potentiellement perdus à cause de ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans notre collectif qui fait que je reste persuadé qu'on est en train de passer sur un autre plan de conscience et donc un autre plan de pratique dans nos organisations. Et je pense que la pandémie, paradoxalement, a aidé à ça. J'avais, une dernière question. Dans ton livre, tu parles de co-révolution. Et j'aime bien ce mot. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la co-révolution ? Alors, il y a un moment qu'on l'a écrit avec Anne-Sophie, c'était il y a 10 ans. Vive la co-révolution pour une société collaborative. Alors, c'était intéressant parce que avec l'éditeur, on avait bataillé pour avoir le R entre parenthèses. Donc, ça aurait été vive la co-évolution. Donc, en fait, le co pour moi, c'est plein de dimensions. C'est la coopération, c'est le faire ensemble. Pour moi, je reste persuadé que les temps qui viennent vont nous obliger à être ensemble, à faire ensemble, à collaborer, à co-créer, comme ça se passe dans la nature, quoi. Il n'est plus possible d'être les uns contre les autres, d'être en opposition. Même si on le vit de manière absolue en ce moment en opposition dans nos vies. Donc c'est ce du co-création, du co-créatif. C'est ce de la conscience aussi. Pour moi, c'est ouvrir de nouveaux espaces de conscience qui vont permettre d'ouvrir d'autres espaces de pratique dans nos organisations, dans nos sociétés, dans nos manières d'être, dans nos manières de créer de la valeur, dans nos manières d'échanger de la valeur et de faire société, de refaire société, de redécouvrir notre humanité. Et puis c'est le du cœur aussi. C'est-à-dire que la révolution elle va passer par cet endroit-là. Moi, je vois pas d'autre. Voilà, je vois pas d'autre espace dans lequel on va pouvoir y arriver. Ça n'est pas en étant concept contre concept qu'on va y arriver. Ça va être en ouvrant son cœur à la différence, à la diversité des relations, à la diversité des points de vue. Et malgré les oppositions qu'on peut vivre en ce moment, vous voyez, on le vit terriblement en ce moment entre les vax, anti-vax, pass, anti-pass, extrême droite, extrême gauche. On est dans le contre, dans l'opposition. Et il y a un endroit où il va falloir décider de se mettre dans un espace où on garde le cœur ouvert, les mains ouvertes, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, qui que soit que j'ai en face de moi, dans l'accueil inconditionnel de la vérité de l'autre, hein, pour refaire société, refaire humanité, fraternité, sororité. On parle d'effacité maintenant. Il n'y a plus de masculin, féminin, il y a juste toi, différent de moi, mais je suis là, le cœur ouvert avec toi, et on va co-créer différemment. Donc c'est ça pour moi, vive la co-révolution, c'est ça, c'est cette révolution des co-différents, complémentaires et essentiels. C'est Solène qui dit, je crois avec Éclore, ils appellent ça la troisième voie. Justement, arrêtons d'opposer, il y a une troisième voie qui est celle de la réconciliation de ce qui pourrait sembler s'opposer. C'est ça. Mais on n'a pas le choix que de recréer cet espace-là. Pour moi, c'est la solution essentielle, quoi.
Je sais pas comment on va apprendre la leçon, mais on va pas avoir le choix que d'apprendre cette leçon-là. On t'offre une baguette magique avec Lucie, qu'est-ce que tu fais? Justement, moi je rêve d'un espace dans lequel on va parler de ça, de la conscience, du cœur, de la coopération, de la collaboration. Et je sais pas pourquoi, j'imagine un truc dans lequel on fait venir, tu vois, à côté de quelques kilomètres d'ici, il y a l'UNESCO, avec une institution internationale dans laquelle on va commencer à parler de ce sujet-là. On va commencer à parler de la conscience, de l'ouverture du cœur, mais de la recontemplation, un autre de la nature, d'une autre forme de connexion les uns les autres, et d'en faire l'expérience. Et voilà, j'ai une baguette magique de me dire j'aimerais bien faciliter un moment de cet ordre-là. Et j'y crois. J'ai envie d'y croire que de mon vivant, je vais contribuer à ça. Et ce sera pas une baguette magique, c'est j'aurai un micro comme celui-là et je proposerai des expérimentations qui pourront être dupliquées partout dans le monde pour trouver, ouvrir des espaces de conscience et de résilience là où il y en aura besoin. J'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Je vous invite. Stéphane, on te laisse le dernier mot, le mot de la fin. Que dire, juste beaucoup de gratitude pour ce moment parce que voilà, je vous ai découvert il y a quelques temps et j'aime beaucoup votre dynamique, votre duo d'ouverture sur d'autres dimensions. C'est la première fois que je fais un podcast où je me sens autant à l'aise et où je vais aussi loin à livrer, délivrer, à m'autoriser à ouvrir ces espaces-là. Donc gratitude pour l'ouverture. Et puis merci aussi à celles et ceux qui vont se dire ça semble peut-être bizarre, mais j'ai mon cœur qui bat, ça résonne, je sais pas pourquoi, ça gratte. Et tiens, ici j'essayais. Et au moins de me dire plutôt que de dire pourquoi, foutre la paix à mon mental et me dire tiens, et pourquoi pas. Et si j'essayais un truc, une pratique dans ma vie qui réouvrirait ces espaces-là et qui permettrait de faire réentrer ces dimensions un peu subtiles dans ma vie, dans mon quotidien et pourquoi pas, on y croit dans ma vie professionnelle. Donc voilà, et je vous remercie de m'avoir permis de poser ma petite graine pour contribuer à ça. Merci Stéphane. Mille merci. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!